Bonjour, moi je suis Hélène Passy, je suis interne d'emploi en deuxième semestre. Donc ce soir je vous propose de vous parler d'immunothérapie et de tumeurs au phénotype MSI. Donc déjà pour commencer, je vous propose un petit rappel ce que c'est que le système MMR. Donc dans toutes les cellules normales de l'organisme, il y a plusieurs systèmes de réparation pour éviter les erreurs lors de la réplication de l'ADN, et le système de réparation des mésapérinements en fait partie. Donc il est constitué de 4 protéines, la protéine MLH2, MSH1, PMS2 et MSH6, ici représentée ici, qui corrigent les mésapérinements qui se produisent dans les régions répétées de l'ADN lors de la réplication. Dans de nombreuses tumeurs, ce système est défaillant, et ce qui conduit à l'accumulation de mutations au sein de répétitions de l'ADN, et ce qui conduit à la synthèse d'ARN messager soit non codant, ou bien d'ARN messager codant pour des protéines tronquées qui vont activer la prolifération cellulaire, ou bien codés pour des néo-antigènes. Et ces néo-antigènes, ils sont importants dans la réponse à l'immunothérapie, comme on le verra plus tard. Donc là, un petit rappel sur l'immunothérapie, le rôle de l'immunité antitumorale, elle est connue depuis très longtemps. Ces dernières années, on a vu le développement d'inhibiteurs de checkpoint pour renforcer cette immunité antitumorale. Donc ce soir, dans l'article, en fait, il s'intéresse à un anti-PD-1, le pembrolizumab. Donc son mécanisme d'action, il est représenté ici. Ici, on voit la synapse entre la tumeur et le lymphocyte CD8. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le lymphocyte CD8 reconnaît la cellule tumorale via l'interaction entre la molécule HLA de classe 1 sur la tumeur et le TCR sur le lymphocyte, ce qui active le lymphocyte et donc la destruction de la cellule tumorale. Et suite à ça, il y a l'expression de molécules inhibitrices sur la tumeur et sur le lymphocyte qui rentrent en contact via PD-L1 et PD-1 et qui vont inhiber le système immunitaire. Le rôle des checkpoint inhibiteurs, c'est de se fixer en fait sur la molécule PD-1 et d'inhiber un signal inhibiteur, donc de renforcer l'immunité antitumorale. Si tu peux passer après. Donc, pourquoi étudier l'efficacité de l'immunothérapie chez les patients au phénotype MSI? Donc déjà, on sait qu'une charge mutationnelle tumorale élevée, c'est un facteur prédictif de réponse à l'immunothérapie, comme ça a été montré dans le cancer du poumon et le tabac, qui est un facteur de mutagène, et qui donc dans les cancers pulmonaires, il y a beaucoup de mutations, et on sait que ces patients-là répondent très bien à l'immunothérapie. C'est exactement pareil avec les mélanomes et l'exposition aux UV. Les tumeurs au phénotype MSI, elles présentent 100 à 1000 mutations somatiques, ce qui induit la synthèse de nouvelles protéines, et donc la libération de néo-antigènes et l'activation de l'immunité antitumorale. D'ailleurs, l'efficacité de l'immunothérapie, elle a déjà été montrée dans le cancer du côlon chez les patients au phénotype MSI, dans l'un des articles publiés dans le Lancet Oncology il n'y a pas longtemps. Donc l'objectif de l'étude que je vais vous présenter, qui a été publiée dans Science en juillet, c'était d'étudier l'efficacité du pembrolizumab que je vous ai montré tout à l'heure dans les tumeurs MSI, quel que soit le tissu tumoral d'origine. Donc la population qu'ils ont étudiée, c'était des patients qui étaient en bon état général, comme vous le voyez, PS 0 ou 1. Le type tumoral, c'était essentiellement des côlons, mais pas que ça. Il y avait 12 types tumorales différents, des cancers de l'endomètre, des cancers de l'œsophage, qui sont représentés ici. C'était des patients essentiellement métastatiques, donc un stade 4 avec 98%. Et c'était des patients qui avaient progressé après une première ligne de chimiothérapie conventionnelle. On voit que la majorité des patients ont reçu plus d'une ligne de chimiothérapie. Tu peux passer un peu. Donc les résultats maintenant ici. Donc déjà les résultats en termes de taux de réponse. Chez 80, il y avait 86 patients au total, avec une réponse objective de 53%, donc plus de la moitié des patients.
une réponse complète de 21% et un contrôle de la maladie qui était de plus des 3/4 des patients avec 77% ici. Après, ils ont fait des analyses en sous-groupe. On ne voyait aucune différence en termes de taux de réponse en fonction du type histologique, donc que ce soit des côlons ou pas, et en fonction que ce soit un statut MSI, donc germinal, donc des patients qui présentaient un syndrome de Lynch, ou bien un statut MSI somatique. Et ici, donc, il y avait le taux de réponse. Donc ici, en fait, ça représente le taux de réponse au scanner fait à 20 semaines, donc à 5 mois de traitement. Donc on voit que plus de la moitié des patients ont répondu. Et ici, donc en bleu, on a le taux de réponse à 20 semaines et en rouge, le meilleur taux de réponse. Et le meilleur taux de réponse est obtenu à 28 semaines, donc soit à 7 mois de traitement. Et on voit bien sur cette courbe que la majorité des patients ont répondu, avec un petit pourcentage de patients qui tout de même ne répondent pas. Ensuite, donc là, c'est les résultats en termes de survie sans progression et en termes de survie globale. Donc une survie sans progression qui n'est pas atteinte dans l'étude et une survie globale, une médiane de survie globale qui n'est pas non plus atteinte. Et à 2 ans de traitement, on voit que plus de la moitié des patients n'ont pas progressé et la survie globale à plus de 2 ans du traitement est de 64%. Ensuite, ici, donc, ça représente la courbe de survie sans progression et la courbe de survie globale. On peut séparer chaque courbe en 2 parties. On voit donc une première partie qui représente les patients qui ont eu une résistance primaire au traitement ou bien une résistance secondaire. Et on voit que sur la deuxième partie, on a une stabilité et ça correspond à l'ensemble des patients qui répondent et qui sont en fait des patients non répondeurs mais qui ne progressent pas et de manière très prolongée. Et d'ailleurs, ces patients qui ne progressent pas de manière très prolongée, on voit sur ce schéma que malgré que certains patients arrêtent le traitement, ce qui est représenté par des flèches rouges ici, ces patients, malgré l'arrêt du traitement, continuent à répondre, à avoir une maladie qui est stabilisée ou bien en réponse complète. Ensuite, donc, c'est un traitement qui est très bien toléré, qui est responsable essentiellement de toxicité d'origine auto-immune, mais qui sont des toxicités de grade 1 ou 2, avec surtout des toxicités gastro-intestinales, des toxicités endocrines et des toxicités cutanées, comme pour l'ensemble des inhibiteurs de PD-1, ce qu'on observe dans les autres études. Donc ensuite, après ces résultats-là, je vous propose de vous présenter les résultats concernant l'étude des biopsies tumorales post-traitement. Donc les auteurs se sont intéressés aux patients qui avaient répondu au traitement. Ils les ont biopsiés entre 1 mois et 5 mois de traitement. Donc déjà, ils ont pu montrer que l'absence de cellules tumorales sur la biopsie post-traitement faite entre 1 mois et 5 mois est un facteur prédictif de survie sans progression. Les patients qui présentaient aucune cellule tumorale résiduelle sur leur biopsie post-traitement avaient une survie sans progression de 25,5 mois en moyenne versus 2,9 mois pour ceux qui présentaient des cellules tumorales résiduelles sur leur biopsie post-traitement. Ensuite, l'analyse de ces biopsies tumorales post-traitement a permis d'essayer d'identifier des mécanismes de résistance primaire ou secondaire au traitement. Donc la résistance primaire au traitement, c'est la résistance qui survient d'emblée après l'exposition au traitement. Elle survenait chez 14% des patients. Ils ont comparé les mutations présentes chez ces patients résistants comparées aux mutations non présentes, aux mutations présentes chez ceux qui répondaient au traitement. Ils n'ont pas réussi à identifier de mécanisme pour expliquer cette résistance. En revanche, en ce qui concerne la résistance secondaire, donc qui concernait 6% des patients, c'est-à-dire des patients qui initialement avaient répondu au traitement et qui ensuite ont progressé,
Ils ont pu mettre en évidence 2 mécanismes de résistance au pembrolizumab. Déjà, c'était des patients qui présentaient des métastases dans des sites sanctuaires, donc protégés du système immunitaire, au niveau du cerveau, au niveau de l'os. Et deuxièmement, c'était des patients qui présentaient des mutations dans le gène de la bêta-2 microglobuline. Or, on sait que la bêta-2 microglobuline, c'est l'une des composantes de la molécule de HLA de classe 1, donc qui sert à la présentation des antigènes dans la réponse immunitaire. Ensuite, l'étude de ces biopsies, deuxièmement, elle a permis d'identifier le mécanisme d'action de l'immunothérapie dans les tumeurs MSI. Donc, ce que je vous ai dit au début, c'est que les tumeurs MSI, elles ont une charge mutationnelle très élevée, ce qui conduit à la synthèse de néo-antigènes. Ces néo-antigènes, en fait, sont responsables de l'activation de lymphocytes T spécifiques. Donc, ça, ils l'ont montré à travers différentes expériences. Premièrement, ils ont identifié à partir des biopsies les types de néo-antigènes présents dans les tumeurs MSI. Une fois identifiés, ils ont exposé in vitro ici les lymphocytes T et mesuré l'activité cytokinique en présence de ces néo-antigènes. Et ils ont montré qu'il y avait une réponse immunitaire qui était augmentée pour les 6 premiers néo-antigènes ici. Ensuite, ils ont voulu confirmer ces résultats in vivo. Et donc, ils ont montré qu'en exposant les cellules lymphocytaires T ici à ces néo-antigènes, on avait une prolifération de ces lymphocytes T spécifiques. Et c'est d'ailleurs ces lymphocytes T spécifiques qu'on retrouve au sein de la tumeur. Donc, dans les tumeurs MSI, il y a une réponse immunitaire antitumorale spécifique. Et donc, on a montré qu'il y a une réponse immunitaire tumorale spécifique. Ensuite, l'exposition au traitement par inhibiteur du checkpoint, ce qui est représenté ici. Donc, on voit, donc là, c'est en chez 3 patients qui répondent au traitement. Là, c'est en pré-thérapeutique, le taux de lymphocytes T spécifique des néo-antigènes. Après exposition au traitement, on voit qu'il y a un pic, une augmentation de ces lymphocytes T spécifiques et donc une activation du système immunitaire spécifique. Donc, on a un renforcement de l'activation des lymphocytes T spécifiques et une réponse antitumorale qui est accrue. Cette réponse antitumorale accrue, donc on retrouve pareil sur ces courbes-là, avec le pic. Donc là, c'est en pré-traitement un taux de lymphocyte qui est de T spécifique qui est bas. L'exposition au traitement, un pic lymphocytaire, et qui est corrélé ensuite, un peu plus tard, à la réponse biologique avec une décroissance de l'ACE et à la réponse radiologique avec la diminution des cibles au scanner. Donc, ensuite, quel impact thérapeutique de ces résultats du pembrolizumab dans les tumeurs MSI? Donc, ici sont représentés l'ensemble des phénotypes MSI au sein de chaque type tumoral. Les tumeurs MSI, elles sont représentées essentiellement dans le cancer de l'endomètre et dans le cancer colorectal. Et donc, du fait de ces résultats, aux États-Unis, la FDA a autorisé le pembrolizumab pour l'ensemble des patients qui présentent un phénotype MSI, chez des patients qui sont métastatiques et qui ont progressé après une première ligne de traitement standard. Et c'est la première fois en fait que la FDA a autorisé un médicament non pas en fonction du type histologique, mais en fonction d'un phénotype mutationnel. Donc, en conclusion, le pembrolizumab dans les tumeurs MSI, quel que soit le site tumoral d'origine, chez des patients stade 4, en bon état général, PS0 ou PS1, en progression après traitement standard, et a fait la preuve de son efficacité avec des taux de réponse élevés, comme vous l'ai montré, une PFS à 2 ans qui est de plus de la moitié, donc 53%, une survie globale à 2 ans de plus de 66%,
une toxicité qui est faible. Et en plus, ils ont montré une plausibilité physiopathologique avec l'explication du mécanisme d'action de l'immunothérapie chez les patients présentant un phénotype MSI. L'avenir maintenant, comprendre les mécanismes qui sous-tendent les résistances primaires et secondaires pour proposer d'autres thérapeutiques et proposer une AMM en France, puisque pembrolizumab n'a toujours pas d'AMM pour le tumeur MSI. Merci. C'est un papier un peu surprenant. C'est surprenant de voir un papier très clinique, finalement, quoi, très clinique. C'est un mixte de données cliniques époustouflantes et de données fondamentales qui ne le sont pas. Elles sont assez pauvres, finalement, les données qui donnent au vu de... Donc c'est très surprenant de voir ce papier dans Science. On ne voit pas souvent des papiers, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même le fait, et ça ouvre la porte que... parce que ce que soulève ce papier, c'est qu'il est possible que certains patients soient guéris d'un cancer du côlon métastatique, puisqu'il y a des patients qui ont été opérés, qui ont les biopsies et qu'il n'y a plus de tumeur. Il y a même des pièces dans lesquelles il n'y a plus de tumeur. Donc c'est assez extraordinaire. Donc d'un point de vue... bon, il n'y a pas tellement de méthodologie à discuter, parce que des espèces de trucs qui nous balancent une phase 2, avec des cas, des analyses pas vraiment programmées, là, tout ce qu'ils font de fondamental est relativement intéressant, mais finalement, bon, ils montrent que le lymphocyte T est activé et que retrouve, bon, on le savait déjà, et puis il y a des points qui ne sont pas discutés d'un point de vue... parce que là, il y a un truc qui m'a choqué dans ce papier, et j'ai eu il y a un peu la flemme de faire une petite lettre, c'est que le diagnostic de MSI, il est acquis. C'est-à-dire que là, ils nous disent dans le papier qu'on a 80 patients, où j'ai vu 80 patients qui sont microsatellites instables, soit par immunohistochimie, soit par PCR. Et c'est un fait. On ne sait pas comment ils font, on ne sait pas quel est le standard, on ne sait pas combien ont les deux, on ne sait pas... Alors, on sait quand même que c'est des gens qui travaillent très très sérieusement, parce que c'est la MD Anderson, et qu'ils ont les mutations germinales pour à peu près la moitié des patients qui sont des Lynch. Mais il y a quand même une question qu'il faut se poser, qu'on s'est posée dans les études qu'on a fait avec le nivolumab, c'est finalement les patients qui... il y a des patients qui résistent au traitement, donc dedans, il y a peut-être des erreurs de MSI. Hein, et que ça... dans la vie, ça existe fréquemment. Donc, moi, j'essaie de travailler là-dessus. On a pas mal de patients MSI. Et il y a des faux positifs d'immunohistochimie, surtout dans les centres non experts, et surtout avec la protéine MSH6 et avec la protéine PMS2, qui sont source de problèmes. On avait déjà vu qu'il y avait des problèmes antérieurement. C'est une immunohistochimie qui est plus compliquée et qui est moins fiable. Et il y a certains laboratoires de ville. Vous savez que pour faire un diagnostic de tumeur MSI, il faut faire une immunohistochimie qui a 4 anticorps. HMSH1, HMLH1, HMSH2, HMSH6 et PMS2. En fait, ils fonctionnent 2 par 2. On ne perd jamais HMLH1 ou HMSH2 seul, on le perd toujours avec HMSH6 c'est toujours HMLH2 avec HMSH6 et HMLH1 avec PMS2. Et on peut perdre de façon isolée PMS2 et HMLH6. Ce qui fait qu'actuellement, il y a certains laboratoires de ville qui ont considéré que ce n'était pas la peine de faire HMLH1 et HMLH2, qu'on faisait que PMS2 et HMLH6 pour faire le diagnostic de syndrome pour faire le diagnostic de MSI, puisque ce n'est pas forcément le syndrome de Lynch, puisque vous savez que quand on est HMLH1 ou PMS2, on peut être hypermitélé et ne pas être un syndrome de Lynch. Tout ça pour dire que moi, j'ai eu plusieurs cas de faux positifs d'immunohistochimie, surtout dans les laboratoires de ville, quand il y avait uniquement l'immunohistochimie PMS2 et HMLH1, et PMS2 et HMLH6. Donc, il faut mieux avoir les 4 anticorps que 2, parce que si vous avez les 4 anticorps et que vous perdez les 2 qui vont ensemble, c'est quand même une forte suspicion. Si vous en perdez qu'un, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est bien un patient MSI ? L'autre chose, c'est qu'en PCR, il y a également des faux positifs.
il y a surtout des faux négatifs, donc on peut rater des MSI, ça c'est le cas le plus fréquent, mais il y a également des faux positifs, notamment il y a notamment d'origine, tu sais que la PCR c'est de regarder des spots et il faut qu'il y en ait plus de 2 qui soient avec un pic pour dire qu'ils sont MSI, et il se trouve qu'il y a un polymorphisme de ces spots regardés dans une partie de la population d'origine africaine qui peut engendrer des fausses PC, c'est conclu MSI, mais en fait, ce n'est pas des patients MSI. Donc il faut le savoir, ça existe, c'est des patients d'origine africaine, et c'est un petit piège. Nous, on a eu un piège comme ça, on a eu un patient qu'on a inclus dans une étude MSI, et qui était avec les 5 marqueurs qui, pour nous, étaient sûrs d'être MSI, et d'autant plus que MSI, il y a différentes techniques. Il y a une technique qui s'appelle Bethesda, une autre qui s'appelle Promega, avec des petites discordances, et qu'il n'y a pas de standard de tout ça. Donc là, il va falloir, et c'est pas ni dans aucun papier, ni dans celui-là, ni dans le papier du nivolumab, parce que c'est pas simple après de pouvoir vérifier tous les patients, mais il est possible que certains patients qui résistent soient des patients qui ne soient pas MSI, et ça, on n'a pas dans les papiers, on l'aura pas. Mais dans l'avenir, il va vraiment falloir vérifier parce que le problème, c'est que comme il n'y a pas de standard, on dit et où, et qu'en plus, la PCR, il y a Bethesda aux États-Unis, il y a Promega qui n'est pas la même technique des deux côtés, que c'est de 2 à 5, et que quand il n'y en a que 2, il peut y avoir des faux positifs. Il y a quand même un petit pourcentage de problématiques liées à la technique du diagnostic de MSI. Et il y a une autre problématique, c'est que MSI, la recherche de MSI, c'est pas la même chose dans le cancer du côlon, par exemple, et dans le cancer du pancréas. On est en train de sortir un papier dans le cancer du pancréas où la PCR ne marche pas du tout dans le cancer du pancréas, que les prélèvements sont fibreux et polycellulaires, et où on a beaucoup de patients qui sont MSI avec une PCR qui ne met pas en évidence le diagnostic de MSI, et avec un petit peu plus de problèmes d'immunohistochimie dans le cancer du pancréas que dans le cancer du côlon. Donc, pour vous dire que, en plus, tout le monde veut de l'immunothérapie, tout le monde veut tous les patients qui sont très malades et qui n'ont plus d'espoir, ils veulent être MSI, et qu'il y a une pression et que je me demande même si nous on a eu un patient, on se demande s'il n'est pas arrivé avec un faux, parce que c'est très facile de faire des faux, un faux compte rendu de MSI. Il a été inclus dans un truc de nivolumab. Je sais pas, ça collait pas, moi j'y croyais pas, il n'a pas répondu, on l'a rebiopsié et il n'est pas MSI. C'était une immunohistochimie en ville, PMS2 isolé sans HMLH1, et boum, c'était... donc, dans votre future pratique, attention, le diagnostic de MSI, c'est mieux d'avoir les deux que d'en avoir un, parce qu'il y a 95% de concordance, mais il y a 5% de discordance. Il y a parce que les causes, on peut avoir des immunohistochimies négatives quand il y a des mutations faux sens, ce qui est très rare mais possible. Pour en fait, les PCR négatifs, c'est très souvent que les prélèvements sont paucicellulaires et ne permettent pas de faire la PCR, et ça, il faut être sûr qu'il y a un pourcentage de cellules suffisant pour pouvoir avoir le résultat de PCR. Il y a une autre chose qui n'est pas claire dans ces papiers, c'est qu'ils disent tous, que ce soit celui-là ou que ce soit le papier avec le nivolumab ou le premier papier du New England avec le pembrolizumab, que ça marche aussi bien chez les sporadiques que chez les Lynch. En fait, c'est peut-être vrai, mais on n'en est pas sûr. Parce que dans ce papier, comme dans le papier avec le nivolumab, comme dans le papier du New England, le diagnostic de Lynch, il est très... là, ils disent qu'ils ont la mutation germinale pour 40% des patients. Mais il y a 60% des patients où le diagnostic de Lynch, c'est l'investigateur qui dit que c'est un Lynch, en sachant qu'en pratique, la définition du Lynch, les critères d'Amsterdam, est un peu... voilà, il y a par exemple pas mal de papiers sur le MSI chez les patients qui sont traités dans les stades 2, ou pour par exemple un gars le Cynicrop qui a publié beaucoup sur le sujet.
Dès qu'un cancer du côlon a moins de 60 ans, c'est un Lynch, ce qui est totalement faux. Donc fais attention, et là, on est en train de regarder ça. Le diagnostic de Lynch, là, on vient d'avoir un papier qui est accepté de Romain Cohen dans l'European Journal of Cancer. Le diagnostic de Lynch, ça doit être, il doit être moléculaire, il doit pas forcément sur le germline, puisque le germline c'est très compliqué, parce que là on touche à la génétique, et dès qu'on est avec des industriels, les industriels ne veulent, c'est très compliqué d'un point de vue éthique, parce que c'est tout le problème des informations et de divulguer des informations avec des maladies familiales. Par contre, on peut faire le diagnostic de Lynch avec l'immunohistochimie, puisqu'il y a 4 protéines. Si on perd HMLH2 ou HMSH6, c'est un Lynch, sauf erreur de la technique. Et pour ceux qui perdent HMLH1 ou PMS2, il faut faire BRAF. Si BRAF est muté, c'est que c'est un sporadique. Et si BRAF n'est pas muté, il faut faire la méthylation. Et si, en fonction des résultats de la méthylation, on peut classer en Lynch ou en pas Lynch. Et peut-être que dans le futur, on va peut-être pas trouver la même... peut-être qu'on va trouver que ça marche pareil, mais peut-être qu'on ne va pas trouver. L'autre chose, c'est qu'il y a les BRAF. Donc il y a à peu près 20% des BRAF. BRAF, c'est un facteur de pronostic épouvantable du cancer du côlon métastatique. Et donc la question était, est-ce que ça marche aussi bien chez les MSI BRAF mutés que chez les BRAF non mutés? Là, on a plus de données pour dire que ça marche pareil, puisqu'on a maintenant dans le papier avec le nivolumab un certain nombre de patients. Dans la série qui a été présentée à l'ASCO et à l'ESMO avec l'association Nivo-Ipilimumab qui donne des taux de réponse de 55% et un taux de contrôle de la maladie de 80%, donc supérieur à la monothérapie, on voit que les taux de réponse sont les mêmes qu'on soit BRAF muté ou pas BRAF muté. Donc quand vous avez un patient BRAF muté, il est vraiment important d'avoir son statut MSI, parce qu'il y a une chance sur 5 une chance sur 4 qu'il soit MSI, et si elle est MSI, il y a une fenêtre d'espoir en lui donnant de l'immunothérapie. Donc en fait, ce qui est extraordinaire, c'est donc le MSI, c'est probablement le meilleur facteur prédictif d'efficacité des immunothérapies. Puisque c'est PDL1, ça ne marche pas très bien. Il y a une littérature florissante là-dessus, et il y a alors ça dépend de l'anticorps, ça dépend de la drogue, ça marche un peu mieux avec le DACO et avec le niveau, et le Pimbro, ça marche pas du tout avec la TESO. Donc il y a des choses, et puis il y a beaucoup de choses à découvrir avec les checkpoints immunitaires. Et MSI, c'est probablement un terrain de jeu pour essayer de comprendre comment marchent les immunothérapies et de voir un petit peu les checkpoints et de voir justement, ça marche tellement bien qu'on va être surtout intéressé par ceux qui ne répondent pas, pour essayer de comprendre pourquoi ils ne répondent pas. Et c'est des patients, comme ils ont des brouettes de néo-antigènes, c'est pas parce qu'une monothérapie ne marche pas qu'on va pas y arriver avec des associations. Il y a l'IPI qui a été testé et qui améliore les choses, et puis il y a les TAC qui arrivent, il y a des nouvelles drogues qui arrivent et qui sont extrêmement intéressantes. L'autre chose que soulève ce papier, et qu'on a en pratique quotidienne, tu nous as montré, il est évident, le fait que la biopsie, quand il n'y a plus de cellules tumorales, ce soit un facteur prédictif de bonne PFS, on s'y attendait un peu, donc ils sont un peu gonflés. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont des pièces opératoires, ils ont des biopsies dans lesquelles il n'y a plus de cellules tumorales. Et ça soulève des problèmes qu'on a au quotidien, de patients qui sont métastatiques. Alors il y en a qui sont polymétastatiques, donc là ne se pose pas la question de la chirurgie, mais il y en a qui sont possimétastatiques. Et il y en a beaucoup qui gardent des masses tumorales résiduelles. Ils ont montré qu'il y avait des masses tumorales résiduelles dans lesquelles il n'y avait plus aucune cellule. Donc c'est pas parce que tu vois quelque chose qui reste que le patient n'est pas en réponse complète. En fait, et que donc se posent plein de questions pratiques auxquelles on n'a pas de réponse. Quand on a un malade métastatique, est-ce qu'il faut aller lui retirer les masses résiduelles? À mon avis, vu que la plupart sont en réponse complète histologique,
c'est pas du tout évident. Et puis bon, on commence à avoir des histoires particulières. Moi, j'ai une patiente qui a été dans un essai avec une immunothérapie, qui a répondu à l'immunothérapie, qui a fait une toxicité grave. On a été obligé d'arrêter au bout de 3 cycles, au bout de 2 cycles d'immunothérapie. Réponse partielle. 1 an après, progression sur un seul site, une surrénale, alors qu'elle avait une carcinose péritonéale et des métastases hépatiques. On ne savait pas trop quoi faire. Et quoi. On a opéré la surrénale, on lui a retiré la surrénale, il y avait une métastase, il n'y avait plus rien ailleurs dans ce qui a été biopsié. Et elle continue de répondre. Donc des situations oncologiques qui sont complètement nouvelles, plein d'attitudes où on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on pose, et un terrain je pense, d'exploration pour essayer de comprendre l'immunothérapie pour les autres tumeurs, qui est extrêmement important pour les tumeurs MSI. Donc tu nous as dit qu'en effet il y avait des demandes d'AMM, donc c'est l'approbation de la FDA pour le nivolumab et le nivolumab dans le cancer du côlon et le pembrolizumab dans toutes les tumeurs MSI aux États-Unis. En France et en Europe, les dossiers sont en cours d'instruction. Donc le Pimbro est un peu plus avancé. Le niveau doit passer à la commission de l'EMIE dans quelques semaines. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des traitements qui indiscutablement marchent de façon... c'est des patients multitraités, ça tu nous l'as pas dit, ou c'est des patients qui, tu l'as dit, bon, ouais, c'est dans 80% des patients qui ont reçu au moins 2 lignes de chimiothérapie. Donc ça marche pas chez tout le monde, mais là tu vas montrer la mono, la bi, c'est encore plus impressionnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ne pas donner ce traitement-là à des patients métastatiques microsatellites instables, ça pose un problème éthique. Mais on ne peut pas, quand on peut pas, il n'y a pas d'AMM, que des médicaments qui coûtent entre 75 et 100 000 euros l'année de traitement, qu'on ne sait pas combien de temps il faut les donner, que quand on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut arrêter. Donc il y a un programme Nivolumab, Institut national du cancer, qui a été ouvert il y a 3 mois, qui permet de traiter des patients MSI toute tumeur par du nivolumab monothérapie, donc dans lequel 10 patients ont été inclus, mais bon, la cohorte a été tout de suite fermée, parce qu'il faut attendre, mais elle va être réouverte, donc on va pouvoir en France traiter après 45 patients MSI dans le cadre de cette cohorte MSI 1K. Il y a une autre Pimbro, alors je ne sais plus trop quels sont les critères d'inclusion, mais c'est pas les cancers du côlon, mais c'est également des tumeurs MSI. Et puis il va y avoir des essais. Donc le GERCOR va ouvrir un essai de niveau et d'épi. Là on attend l'accord du comité d'éthique pour, on l'espère, pouvoir traiter 55 patients en France dans les semaines qui viennent. Et on attend avec impatience l'AMM, en sachant que chacun dans son centre fait comme il peut, mais que c'est comme ça, pas l'AMM, c'est payé par l'hôpital. Donc je ne sais pas comment fait Benoît dans son service, je ne sais pas comment tu fais à Pompidou. C'est une véritable problématique. Il y a là-bas une politique de très très peu données. Il y a eu quelques cas de données en compassionnel, mais je crois qu'il y a eu 3 cas de données en compassionnel par niveau et 2 par Pimbro. Il y a une politique de pas donner. Donc voilà où ça en est. Donc ça soulève plein de questions. Je ne sais pas si vous en prescrivez hors AMM. Nous, on n'a pas la possibilité d'en prescrire hors AMM pour l'instant. Alors on a eu un cas qu'on a discuté en RCP. On va pousser parce que c'est un côlon et que effectivement accès malheureusement n'est pas ouvert pour les côlons. Donc sache qu'il y a une étude qui va ouvrir. Ouais. Déjà, vous m'en avez envoyé certains. Ouais. Et, il y a une étude qui va ouvrir. Il y a une étude en 2e ligne qui a ouvert chez vous, ou qui est en instance d'être ouverte. Qui compare en 2e ligne donc le produit qui est un PD1 de Pfizer. Vous êtes ouvert ou pas Oui. Donc s'il y a des patients en 2e ligne, ça c'est une possibilité de les randomiser. Et il y a une étude en 1re ligne avec le Pimbro, qui randomise Pimbro versus Folfox, la chimio standard que l'on veut, avec une étude qui est maintenant bien avancée. Il y a quelques centres en France. Pardon ? Que dans le côlon. Mais justement avec ces AMM qui sont obtenus hors phase 3 finalement,
Elles ne sont pas obtenues encore. Non, il y a une approbation de la FDA aux États-Unis. En Europe, on ne sait pas comment va se prononcer le MIA. Comment tu le places du coup? Parce qu'on va avoir envie de le placer tout de suite en première ligne. Là, par exemple, l'ASNM et les comités d'éthique, là, on avait envoyé le protocole du GERCOR en disant que c'était au-delà de la deuxième ligne. Ils nous ont demandé de marquer qu'il fallait qu'ils aient reçu de l'oxaliplatine, du CPT11, du 5FU, de des anti-EGFR, qu'ils aient vraiment tout reçu, qui est complètement débile. Hein. Et dans la demande d'AMM, c'est formulé comme ça aussi? Dans la demande d'AMM, je ne peux pas te dire, puisqu'il n'y a pas l'AMM. Aux États-Unis, c'est cool par rapport à ce que c'est en Europe. C'est cool par rapport à ce que c'est en Europe. D'ailleurs, dans les guidelines du NCCN, les recommandations américaines, ils l'ont placé tout de suite dès la première ligne chez les patients MSI. Et ça fait déjà... ils l'ont fait à la suite du papier de Lee, c'est-à-dire en mai, il y a après 1 an et demi. Donc on voit le retard qu'on prend en Europe sur l'accès aux médicaments. Non seulement quand ils ont... alors là, le problème, c'est qu'effectivement, c'est un modèle de développement qui est assez particulier, qui est inédit, parce que normalement, c'est phase 1, phase 2, phase 3, c'est positif. Il y a une deuxième phase 3, il y a l'AMM, c'est très bien remboursé. Et, sauf que là, c'est pas du tout des phases randomisées, donc c'est un nouveau modèle d'autorisation. On voit que les États-Unis, eux, ils foncent. Hein. Quand il y a ces résultats-là, quand même, la probabilité que ça soit faux est quand même minime. Donc on peut vraiment croire, même si ce n'est pas des phases randomisées, qu'il y a un vrai effet. Elle est nulle même, elle est nulle, parce que c'est des patients... tu as des PFS à... Mais oui, je veux dire... Donc on a des réponses complètes histologiques. Donc on sait que c'est pas ça le problème. On sait que ça marche, même si c'est pas une phase 3. Donc on devrait pouvoir... je veux dire, les autorités la traînent à donner, parce qu'effectivement, ça pose d'autres problèmes de coûts, qui va le payer, comment on va le rembourser. N'empêche que quand on a des patients en face de soi, ça fait mal de ne pas pouvoir le donner. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a en Europe et en France. Et donc quand on a les données, et pour générer des données, pour monter des essais, la France devient un gros problème pour l'industrie, parce que même quand il y a des données de phase 3 qui sont positives, la France devient très frileuse pour donner, pas l'autorisation de mise sur le marché, mais dans certains cas, le remboursement du médicament. Donc autant vous dire que même s'il y a une AMM, si leur médicament n'est pas remboursé, c'est une catastrophe pour l'industrie, puisqu'ils savent très bien qu'il ne pourra pas être prescrit. Et dans certains laboratoires, et pas des moindres, ils viennent de déclasser la France au stade des pays émergents pour leur investissement dans les nouvelles molécules. Donc là, quand même, c'est un signe fort pour dire que, attention, les décisions de l'administration de donner une MM, de donner un remboursement ou pas, va complètement, probablement, modifier notre implication dans la recherche. En plus, on est plombé par des comités d'éthique qui comprennent pas toujours les choses, qui dépassent leur rôle. Et nous, on a eu, par exemple, on a été le centre qui inclut le plus de patients dans les Nivolumab dans le monde. On a inclus plus de patients que la MD Anderson, machin. Il y avait une phase 1-2 en 4 étapes. Donc les comités d'éthique ne nous ont pas posé de problème sur le premier et la deuxième étape, et ont interdit la France de participer à la troisième et à la quatrième étape. Première ligne, ils ont refusé qu'on participe parce qu'ils ont trouvé que c'était pas éthique, ce qui est complètement débile. Ils ont refusé qu'on participe à la quatrième étape, qui était une association de Nivolumab avec un anti-LAC3, sous prétexte que c'était une nouvelle étude et que c'était pas possible que ça soit une quatrième cohorte dans une étude de phase 1, ce qui n'a pas de sens. Donc on est dans un système où on a des gens qui bloquent nos projets et qui sont visiblement, alors pas tous, hein, il y en a qui sont très compétents, mais c'est des tirages au sort, et on tombe sur un certain nombre de comités d'éthique où il y a un problème de compétence, il y a un problème de compréhension, il y a un problème ça prend un temps fou, ils nous posent des questions qui sont parfois... et c'est vrai que nous, par exemple, on a envoyé avec notre groupe cet essai Nivolumab, Ipilimumab, parce que, et en plus, qu'on a écrit vite, qu'on a négocié avec BMS, parce qu'il y a une urgence à traiter les patients, et tout est bloqué alors que c'est pour des patients qui peuvent être peut-être, alors dire sauvés, c'est peut-être un peu excessif, mais on est dans une situation
très inhabituel en oncologie, où on rend service de façon réelle, quand on n'est plus dans le régorafenib ou dans le TAS-102 qu'on va voir tout à l'heure, en énième ligne. On est avec des résultats, et que c'est les gens qui devraient aider qui nous bloquent et qui nous retardent. Et là, je ne sais pas, on n'a pas encore l'accord. On va peut-être, j'espère que le comité d'éthique nous a fait des réponses en nous faisant comprendre qu'il fallait qu'on change complètement le protocole. Et donc j'espère que, bon, là on a eu l'accord de la SNM, on espère qu'on va avoir l'accord du comité d'éthique, mais c'est pas gagné, ça devient, la recherche clinique en France, bon, faut pas qu'on vous décourage parce qu'on va se battre et on va essayer de faire changer les choses, mais disons là, avec que, ces résultats-là, on a un bon espoir qu'on ait accès aux médicaments quand même assez rapidement, enfin on l'espère. On l'espère. Et c'est des études d'impact médico-économique qui sont faites justement sur le fait que là, du coup, c'est des patients qui vont bien à long terme. Il n'y a pas de pharmacoéconomie qui a été faite. Il y a des études de qualité de vie qui ont été faites, pas avec le Pimbro, mais avec le nivolumab. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tu as raison. D'un point de vue économique, moi, les patients, on a traité 42 patients à Saint-Antoine dans la phase 1-2 avec le niveau plus ou moins d'ipilimumab. Il y a la moitié des patients qui ont repris leur travail. Donc d'un point de vue médico-économique, c'est des patients qui viennent, on leur serre la main. Il y a un peu de tox, il y a quelques fois quand même des trucs emmerdants, hein, mais parce que c'est vrai que quand il y a la grosse tox, la colite, on en a eu une, on a eu une polymyosite, on a eu, il y a pas mal d'hypothyroïdie, il y a quelques hépatites, il y a parfois des problèmes. Mais bon, s'il faut plus les opérer, s'ils viennent plus à l'hôpital, s'ils vont mieux, s'ils retravaillent, le calcul coût-économie, il est à peu près sûr que l'Angleterre, par exemple, va rembourser assez vite. Nous, ils vont rien comprendre, ils vont mettre... Après, c'est pas la majorité des patients non plus. Hein. Il faut avoir... non, c'est 4% voilà. des patients, ça. Ouais, Pour revenir sur ta dernière diapo, elle est probablement fausse. Non, pas celle-là, celle d'avant. On n'a pas beaucoup de données actuellement sur le statut MSI, différence, stade localisé, stade métastatique. Par exemple, dans l'estomac, là, tu donnes combien de pourcents C'est la figure de l'article. Ouais. Donc, c'est pas mal ça, c'est parce que dans les articles, vous voyez que dans l'estomac, c'est 20% de MSI, que dans l'endomètre, c'est en effet... En fait, on n'a pas beaucoup de données. On a une donnée en général globale dans le cancer, qui sont en général plus des stades localisés que des stades métastatiques. Et on a peu de données sur le statut MSI dans les stades métastatiques. Donc il va falloir... par exemple, dans l'estomac, on pensait que c'était 15%. En fait, là, toutes les phases 3 d'immunothérapie où ils ont regardé MSI de façon rétrospective, ils trouvent 3% d'estomac, 3-4% d'estomac MSI. Le pancréas, c'est 2 pour là, sur 500 pancréas, on a 2% de pancréas MSI, et c'est pas des stades métastatiques. Donc voilà, l'incidence au stade local et au stade métastatique est probablement très différente d'un cancer à l'autre. Donc on n'a pas encore grande idée de l'incidence du statut MSI en dehors du côlon où là on est sûr que c'est 4%. L'endomètre, je crois que c'est vraiment en effet le cancer où c'est le plus fréquent. C'est presque 15% dans le cancer de l'endomètre métastatique. L'estomac, on ne sait pas, et tout le reste, il va falloir qu'on ait des études pour nous donner les choses. Et puis ça pose l'énorme problème de comment on fait en pratique, puisque finalement MSI, c'est le meilleur facteur prédictif d'efficacité de l'immunothérapie. Mais s'il faut faire MSI à tous les patients, nos anapathes vont péter un câble. La PCR, c'est pas vraiment facile de la façon dont sont organisées les plateformes de génomique aujourd'hui, parce que le diagnostic de MSI n'est pas dans le NGS. Le NGS ne dit pas, il n'y a pas. Donc ça va être aussi un des. Là, il y a plusieurs probablement boîtes qui bossent là-dessus, que on ait un diagnostic de MSI par la NGS avec 50 autres gènes importants pour traiter les patients, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc l'immunohistochimie, quand vous demandez, moi, quand vous savez que dans le pancréas, il va falloir faire 100 immunohistochimies pour trouver un patient au plus MSI, les anapathes, c'est une problématique. Merci.